Je reçois maintenant le cinéaste Ettore Scola pour la sortie en salle de son dernier film, Le Dîner. Ettore Scola, bonsoir. Alors, je n'ai qu'un mot à vous dire. Je vous ai tant aimé. Voilà. Merci. Nous nous sommes tant aimés. Je le disais tout à l'heure à mes amis, a été, je pense, le film qui m'a le plus marqué dans ma vie parce que j'ai compris beaucoup de choses sur la vie en voyant ce film et je suis très heureux de vous recevoir. Mais évidemment, les explications étaient déjà dedans vous, c'est ça. Le cinéma peut aider. Oui, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur la vie, notamment la compassion. Voilà. Alors, là, vous venez pour votre dernier film, donc, qui s'appelle Le Dîner, avec Fanny Ardant, Giancarlo Giannini, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli et Marie Gillin. Alors, ça se passe dans un restaurant, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, et on passe comme ça d'une table à l'autre. Voilà. D'une table à l'autre, un peu comme une symphonie. C'est un peu comme quand on se dit des fois, j'aimerais être une mouche. C'est-à-dire que des fois, quand on voit des gens au restaurant, on se dit, mais de quoi ils parlent? Et là, votre caméra passe d'une table à l'autre. Et... Il y a cette curiosité de savoir, de deviner ce qu'on dit dans une autre table. Et on le devine des visages, on devine des gestes. Mais il y a cette curiosité. C'est ça que j'ai voulu représenter dans le film. Alors, il y a deux personnages qui ont une vision un peu plus globale. C'est Fanny Ardant, qui est la patronne du restaurant, et Vittorio Gassman, qui, lui, est un vieux professeur. On comprend bien qu'il mange là tous les soirs. Et donc, il a une position un peu arbitrale par rapport au reste. Vous dites, je viens du scénario et je crois que l'écriture est la part la plus importante du film. C'est-à-dire que finalement, vous avez commencé comme scénariste, on va en parler. Et tout ce qu'on voit là a été écrit très précisément parce que ça a l'air tellement naturel, tellement... Oui, il faut écrire tout pour avoir après même la possibilité d'improviser. Mais il faut avoir tout décidé à l'avance. Puis un jour peut venir une intuition différente. Alors rien n'est écrit dans la pierre, on peut changer. Mais si la chose qui change entre dans l'architecture déjà écrite du film. Alors, on voit plusieurs personnages. Bon, ça sert à rien de les raconter, il faut aller voir le film. Mais bon, il y a Giancarlo Giannini qui est avec Marie Gillin. Alors, lui, c'est un vieux professeur, on est très amoureuse de lui, puis il ne sait plus comment s'en débarrasser parce qu'elle veut écrire à sa femme. Il y a Stefania Sandrelli qui est une fille qui veut devenir nonne. Il y a une famille de bourgeois. Il y a un père démissionnaire avec ses deux enfants, dont un a été drogué, on comprend bien. Il y a une nymphomane. Et surtout, il y a une famille de Japonais. Il y a 3 Japonais, le mari, la femme et l'enfant. Et ils mettent du ketchup sur les pâtes. Et là, on comprend à quel point c'est terrible pour vous. Quelqu'un dit, il ne faut pas leur donner. Et Fanny Ardant dit, si, le client est roi, il faut lui donner le ketchup. Et à la fin... Mais il faut pas terrible. Il faut comprendre aussi les mixtures, les compositions de différentes cultures. Je pense que ceux qui viennent en Europe vont aussi enrichir l'Europe. Ce n'est pas seulement apprendre des choses, mais ils amènent leur culture, ils amènent d'autres possibilités. La vision finale appartient aux jeunes, aux petits garçons orientaux, car il amène sa fantaisie dans l'Europe. Voilà, on peut le raconter? Oui. Donc il regarde le ciel à la fin du film, et nous on voit un ciel tout noir, et lui voit un jeu vidéo. Et c'est un signe, vraiment, ça termine très bien le film. Alors, votre père était médecin, vous avez commencé à faire de la médecine, puis après du droit. Est-ce que c'est parce que les études de droit étaient moins contraignantes, ou est-ce que c'est parce que vous avez des ambitions politiques? Ah non, car je travaillais déjà quand j'étais à l'université, alors la médecine ne me permettait pas. C'était plus lourd, la loi non, c'était plus facile de la faire. Oui, c'était moins contraignant, c'est bien ça. Alors vous avez une histoire qui est très célèbre sur vous, c'est que vous avez eu très tôt le goût des histoires, parce que votre grand-père qui était aveugle, il vous faisait lire des histoires. Je lisais pour lui 2 heures par jour. Et il aimait écouter, et il aimait beaucoup surtout la littérature française, l'histoire française. Et donc je lisais à 9 ans des choses qu'il ne comprenait pas du tout. Montesquieu, Lamartine. Et Napoléon. Napoléon. Vous avez lu le mémorial de Sainte-Hélène à 9 ans, ça doit être extraordinaire à lire ça. Oui, c'était sa passion. Alors là, m'est resté un peu... Et vous êtes resté fracasse? Oui, et c'est la première fois que j'ai connu fracasse, c'est à travers la lecture à mon grand-père. Et puis ça m'est revenu après, j'ai décidé de faire un film. Ah oui, en 90, vous avez fait Le Voyage du capitaine Fracasse. Parce que Fracasse, c'est le premier que vous avez vraiment compris, quoi, dans tous les bouquins qui vous faisaient lire. On comprenait un peu plus, oui. Alors quand on regarde votre vie, on s'aperçoit qu'effectivement, nous on a vu les films, moi je ne connaissais pas votre vie, mais c'est vrai qu'une journée particulière, ce si beau film avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni, vous avez vécu ça, vous aviez 7 ans. J'avais 7 ans, le jour où Hitler est venu, et j'étais là.
sur Via dell'Impero, on s'appelait à l'époque, à ce grand défilé de l'armée italienne. Vous étiez un fils de la Louve? Oui. Vous aviez le petit uniforme et tout ça, oui. Ah, vous étiez aux premières loges, quoi. On comprend maintenant pourquoi. Alors, en 47, vous travaillez dans un journal qui est un petit peu comparable au Canard enchaîné. Oui, qui s'appelait Marco Aurelio. Voilà, Marc Aurèle en français. Donc là, vous rencontrez Fellini, qui était caricaturiste, et Hadj Scarpelli, qui était... Scarpelli, qui après j'ai travaillé avec eux. Deux grands scénaristes Et italiens. sont eux qui, il était un peu plus grand que moi, et ils m'ont invité à faire un peu le petit nègre sur le scénario. Ils étaient déjà des scénaristes affirmés. Et ils me passaient, me glissaient leur scénario et j'ajoutais des lignes, des gags. Oui, vous étiez... C'est un peu comme Woody Allen. Woody Allen, il a commencé comme vous, c'est-à-dire il faisait des gags pour des... Vous avez écrit pour Alberto Sordi, pour oui, Toto. Mais je crois qu'il signait déjà. Ah oui, ah oui. J'ai attendu des années pour signer. Bah oui, parce qu'après, vous étiez... vous retouchiez les scénarios. Quand un scénario était mal foutu, on disait, file-le à Scola, il va l'arranger. Et vous dites, mon père en était malade. Votre père, ça l'énervait de voir que... Ouais. Il aurait voulu que j'étais médecin. Heureusement, mon frère est devenu médecin, donc ça l'a un peu soulagé. Oui. Mais il est mort en regrettant que je n'étais pas médecin. Et excusez-moi, mais il avait déjà vu des films que vous aviez fait, votre père? Ah oui, oui. Il a vu Nous nous sommes tant aimés, il a vu... Oui. Bon, alors, non. Non. Il aurait préféré autre chose. Alors, entre 48 et 52, vous faites 20 scénarios, donc c'est beaucoup. Et puis après, vous avez fait des scénarios. Moi, je ne savais pas ça. Le Fanfaron, vous avez... Oui, le Fanfaron. Chef-d'œuvre absolu. Et les monstres aussi. Et oui, La marche sur Rome. J'avais écrit au moins 10 films pour Gassman, pour Dino Risi, pour Pietrangeli, pour d'autres metteurs en scène. Le Fanfaron, c'est indépassable, c'est magnifique. Alors en 64, vous faites votre première mise en scène, donc Parlons femmes, avec Gassman déjà, donc qui joue aujourd'hui dans Le Dîner, donc c'est vraiment... Mais c'est lui qui m'a obligé à faire la mise en scène, c'est sa faute si je fais ce métier, car je voulais seulement écrire, mais c'est lui qui a dit au producteur, je voudrais que soit Ettore à le diriger, dans le 64, donc c'est mon premier film, c'est avec lui. Il a eu raison, parce que quand on regarde Nous nous sommes tant aimés, il y a des idées de réalisation qui sont des vraies idées de réalisateurs. Quand par exemple, dans le restaurant, tout s'éteint et qui sont seulement éclairés avec la douche comme ça, ou le plongeon au début qui se termine qu'à la fin du film, c'est des idées vraiment d'hommes d'image, c'est pas seulement d'hommes d'écriture, quoi. Donc il a eu raison, Gassman. Oui, mais je pense que l'écriture, c'est fait aussi d'images, et les images, il faut les écrire. Donc je pense que ce soit un seul métier. Je ne comprends pas comment on peut diriger un film sans l'avoir écrit. Alors, bon, on ne va pas citer tous vos films, parce qu'il y en a beaucoup, disons les plus célèbres, parce qu'ils se trouvent en cassette, donc les gens peuvent les acheter s'ils n'ont pas vu. En 70, le film que vous a vraiment révélé, en tous les cas ici, c'est Drame de la jalousie. Oui. 74, on en a parlé, Nous nous sommes tant aimés. 75, Affreux, ça les méchants, un film extraordinaire, où vous dites c'était l'Église qui disait toujours « heureux les pauvres Oui. ». Et vous montrez la... Oui, c'est pas vrai. Les pauvres sont malheureux, ils sont méchants, parce qu'ils sont pauvres. Oui. Et vous montrez la férocité de la misère. Oui. Et ça, c'était un grand moment aussi, parce que c'est des choses qui n'avaient pas tellement été dites. 77, Une journée particulière, on en a parlé. Les nouveaux monstres. 79, La terrasse, avec le doigt dans le taille-crayon. La nuit de Varennes, le bal, enfin bon, on pourrait y passer la soirée. Ce qu'on peut dire quand même, Ettore Scola, c'est que c'est toujours des problèmes de société. C'est toujours la grande histoire officielle et les petites gens en face quand même. Ça, c'est un peu ce qui reste quand même toujours dans vos films. C'est le thème dominant toujours de mon cinéma. C'est la grande histoire qui passe sur nos toits, sur nos têtes. Nous ne prenons pas parti aux décisions des grands hommes politiques, mais c'est nous qui faisons l'histoire. C'est l'homme, les gens du commun qui vont, à la fin, vont toujours gagner. Car c'est un fleuve qui ne Le fleuve de l'humanité, oui. Oui. Alors, vous dites la force du cinéma italien fut d'avoir le génie de rire de ce qui aurait pu faire pleurer. Oui. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, quand on voit un film comme La marche sur Rome, en France, on ne sait pas faire ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à traiter ces sujets-là, on les traite toujours d'une façon très sérieuse. Et c'est vrai que le cinéma italien est arrivé à faire rire avec des choses tristes. Là où le cinéma italien, même le plus grand, celui du néoréalisme, naît du cinéma français, du cinéma populiste, le Front populaire, du Vivier, Carnet, la belle équipe. Et là, ce sont les racines du néoréalisme italien. Benigni, par exemple, quelqu'un qui est arrivé à faire rire, enfin, disons, sourire avec quelque chose d'épouvantable. C'est peut-être ce qu'il y a eu de plus épouvantable. Et c'est toujours cette tradition, finalement. Alors, vous dites... le rire doit être un rire contre quelque chose. C'est-à-dire le rire doit s'engager.
il faut un rire qui fait bouger les choses. On ne peut pas simplement rire pour se moquer comme ça. Il faut que le rire soit positif. Oui, positif, car sinon le rire avec sympathie de quelque chose, on affirme la chose. Le but satirique, c'est d'avoir l'envie, l'espoir de changer quelque chose. Ouais. Mais vous êtes un humaniste, vous croyez au progrès. Vous croyez au progrès. Vous dites, je suis un mélancolique actif, un pessimiste gai. Voilà, ça vous définit assez bien. Et alors, il y a une phrase formidable, le type à Rome, vous vous en souvenez de cette... Ah, à Naples, pardon, vous ne vous souvenez pas de cette phrase? Maccheroni. Oui, le type qui dit, j'ai tellement faim que ça me donne envie de rire. Ah oui, oui. Ça résume tout ce qu'on vient de dire. Ah oui, oui, c'est vrai que sinon on meurt s'il y a, il y a la nourriture, mais au moins qu'il y ait le rire. Ouais. Alors, le cinéma italien aujourd'hui, il n'y a plus de Fellini, de Pasolini, de Rossellini, de Visconti, de Sica, Comencini. Donc, alors, ça, c'est partout comme ça. Et je pense que aussi l'art, la musique, la peinture, le cinéma, c'est un peu comme la géographie. Il y a des grands moments de plat et puis il y a des montagnes. Mais aussi dans la peinture, on a eu des siècles avec des géants de la peinture. Puis non, la musique, dans le 19e, la musique italienne, après non. Je pense que ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas un optimisme à tout prix, mais je pense que c'est normal. Il faut être convaincu qu'aussi la pianura, comment on dit pianura, la nature plate. Oui. La platitude. La platitude, c'est important. Il faut croire, il faut être sincère, il faut travailler avec amour, avec passion. Puis les montagnes, si arrivent bien, sinon on n'a pas de montagne. Alors, il y a une phrase de Daniel Toscan du Plantier dans Figaro Magazine de samedi qui parle du cinéma italien et qui a cette phrase tout à fait mélancolique. Il dit, en parlant du cinéma italien, il rassemblait des publics populaires et cinéphiles réunis pour le plaisir d'un spectacle qu'on croyait à tort éternel. Et c'est vrai que quand on apprécie les choses, on croit que ça va toujours durer. Bon, enfin, en tous les cas, en attendant, il y a votre film, Le Dîner, où on retrouve tout ça, on retrouve tous ces acteurs, on retrouve Stefania Sandrelli, qu'on a adoré dans Nous sommes tant aimés. Oui, j'espère que ce soit un film qu'on le ressent proche, car un film est réussi ou pas réussi si correspond à un certain besoin du spectateur. En ce moment, je pense que dans le siècle de la communication, très facile, très totale, avec tout le monde et dans le temps réel, mais on ne parle plus. C'est une société muette. Là, ils sont tous là, ils ne sont pas devant la télé, ils sont au restaurant, ils discutent. Ni en famille, ni on ne parle plus. Alors l'importance d'écouter et de parler. Et ça, je pense que c'est un besoin de l'homme pour se connaître, pour se comprendre. Et je pense que ça, on va le retrouver dans le film. Il y a deux films qui sortent mercredi, il y a Le Dîner et la plage, et chaque fois, c'est deux endroits où les gens veulent se retrouver, justement. Et l'un, c'est Hollywood, avec Caprio, l'autre, c'est le vôtre, mais c'est le même sujet, c'est des endroits où les gens veulent se parler. En tous les cas, merci. Merci. J'étais heureux de vous rencontrer, j'espère que nos amis téléspectateurs aussi ont été heureux de vous voir. En tous les cas, ils peuvent aller voir Le Dîner, donc, Ettore Scola, avec Fanny Ardant, Giancarlo Giannini, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Marie Gillin, et puis d'autres, évidemment. Merci beaucoup. Grazie e buonasera. Merci beaucoup. On continue avec notre visite guidée de l'expo Étienne Jules Marais à la Fondation Électricité de France. Dès 1850, le physiologiste passionné par l'aérodynamisme réussissait à fixer le mouvement sur pellicule. Résultat, des images qui tiennent du mirage. Agnès Varda et Pierrick Becquet sont allés rêver debout, Magnéto. Montrer ce que l'œil ne voit pas. Étienne Jules Marais, figure majeure des sciences du 19e siècle, a consacré sa vie entière à l'étude du mouvement. Il est à l'origine de nombreuses découvertes qui concernent notamment la photographie et le cinéma. Agnès Varda nous fait découvrir les inventions de ce pionnier de l'image en mouvement. C'est pas l'inventeur du cinématographe, c'est avant. C'est encore plus beau, c'est dans le grouillement des inventions de juste avant une invention. Mais vous allez voir, c'est formidable. Il a reconstitué en photo et ensuite en sculpture les instants de vol d'oiseau. Il a reconstitué le mouvement en faisant une petite lucarne. Donc, c'est presque le cinéma en fait. Il faut surtout aller plus vite, parce que là, vous voyez, là, je vois voler l'oiseau vraiment. En fait, c'est le mouvement déjà qu'on aura dans la caméra, vous voyez. Là, moi, je les vois voler. Avant de s'intéresser aux oiseaux, Étienne Jules Marais a observé le vol des insectes. Il veut voir au ralenti pour mieux apprécier le mouvement.
C'est une machine pneumatique reconstituant la force ascensionnelle développée par un insecte pendant son vol. Vous imaginez le mec qui a essayé de reconstituer ça et qui le reconstitue? Le nombre d'heures qu'il a passé à regarder des insectes et à faire des photographies. Voilà le fameux fusil dans lequel il mettait de la pellicule et qui permettait de tirer, si j'ose dire, pour photographier. Étienne Jules Marais invente la chronophotographie, qui est la décomposition du mouvement par l'image. En fait, ce sont des photographies prises avec le chronographe. Et ensuite, regardez le chat, regardez le chat. Regardez. Quand la caméra a été inventée, il a refilmé ses chronophotographies. Vous comprenez, ça recommence tout le temps parce qu'on a monté en boucle les quelques images qu'il avait chronophotographiées et refilmées. En fait, c'est l'invention du dessin animé. C'est très connu, ça. C'est très coquin et très charmant. Ce petit homme dans une allée. Je trouve que c'est tout à fait à l'image des films surréalistes. Ça fait penser à Man Ray, à Buñuel. Venez voir des choses plus étranges c'est le visage humain, la visage qui parle. Il y a les images de son visage et de sa bouche qui dit « je vous aime ». C'est le refilmage, image par image, de vous voyez, enfin, je sais pas comment dire, enfin voilà. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. On commence avec la Cendrillon de Prokofiev, chorégraphiée par Nureyev au Palais Garnier jusqu'au 25 avril. Nureyev modernise radicalement l'héroïne de Perrault. Les carrosses deviennent limousines et le prince charmant se métamorphose en vedette du showbiz. Pour François Roussillon, le conte de fées ne se transforme pas pour autant en histoire à dormir debout, Magnéto. Pour être exact, l'histoire de Cendrillon fut racontée bien avant que son narrateur le plus célèbre, Charles Perrault, en fasse la vedette de ses fameux contes. Car on trouve trace de l'orpheline qui a perdu sa pantoufle 9 siècles avant notre ère en Chine. En 1986, Rudolf Nureyev contait à sa manière pour le Ballet de l'Opéra de Paris Cendrillon, celle mise en musique par Prokofiev, une Cendrillon de notre temps qui rêvait sous les sunlights un destin de cinéma. Dans ce conte de fées moderne, la bonne fée devenait producteur de cinéma, un Pygmalion de génie qui transforme la Soulion en glamoureuse étoile de l'écran. Petrika Ionesco, qui créa pour Nureyev la scénographie de cette spectaculaire superproduction qui se déroule dans les studios d'Hollywood, la remonte aujourd'hui au Palais Garnier. C'est quelque part à travers le cinéma aussi que les femmes se sont émancipées. Hein. Les jeunes filles rêvent évidemment de faire des carrières, si c'est possible au cinéma. Encore tant mieux. Et donc, je me suis quelque part dit que ce n'est pas qu'une histoire d'amour, parce que ça sera quelque part lui enlever la sève totale. C'est purement et simplement une histoire de réussite générale. Ça veut dire Cendrillon réussit son amour avec le prince, mais réussit aussi sa vie. Une femme moderne, maintenant, ne rêve que de ça, de réussir en même temps sa vie. Prokofiev. Il a composé ça les années 40-50, il avait une nostalgie de l'Occident tout en étant pendant la guerre en Russie. Et on sent bien que dans sa musique, il n'y a rien de russe, enfin peu par rapport à ce qu'il composait d'habitude. On voit qu'il y a une mécanique très énergique, très dynamisante. Enfin, on voit bien les lumières de la ville, on voit bien tous ces films où il y a des grosses mécaniques, cette évolution comme ça des années 30 de sonorité qui existe dans ce spectacle très fortement. Avec humour, la Cendrillon de Nureyev caresse la nostalgie d'un âge d'or du cinéma où Charlie Chaplin, King Kong et les étourdissantes chorégraphies de Busby Berkeley enchantaient le public. Une magie de l'écran à jamais perdue.
Nureyev fut également marqué par l'un des plus grands séducteurs d'Hollywood, Rudolph Valentino, auquel il dut son prénom. Rudolf Nureyev avait commencé une grande carrière à Hollywood. Il n'a fait qu'un film et il s'est arrêté là. Donc je me suis dit que quelque part il doit être révolté. Et c'est la seule chose dont il n'a vraiment pas totalement réussi de sa vie. Ça a été Hollywood, donc je me suis dit qu'il aura tout de même une revanche, quelque part à prendre un peu. 14 ans après sa création, la Cendrillon de Nureyev, pour laquelle la styliste japonaise Anna Emory avait imaginé de fabuleux costumes, n'a rien perdu de son éclat. Pour la reprise, l'étoile Fanny Gaïda confère une aura de charme et de mystère à cette héroïne unique qui a su transformer son rêve en réalité. Je reçois maintenant la danseuse étoile Aurélie Dupont. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai remarqué qu'en fait en France, il y a 2 Dupont dans la danse. Ouais. C'est comme chez Hergé, il y en a un avec un T, c'est vous, enfin une avec un T et un avec un D, c'est Patrick. Voilà. Alors j'ai envie de vous dire, vous êtes très jolie, mais à notre époque, quand on dit à une femme qu'elle est jolie, elle vous répond en général, c'est réducteur. Vous concernant, c'est vrai. Je trouve ça un très joli compliment. Ah bon, vous me dites pas c'est réducteur. Je vous remercie. Ceci étant, c'est vrai que vous n'êtes pas que jolie. Alors, on vous a en fait, je vous explique, on a fait un sujet sur Carmen de Roland Petit à l'opéra. Et puis, bon, elle est formidable, elle est magnifique, elle danse bien, elle est belle et tout. Alors, on a dit, on va l'inviter. Voilà. Alors, on va regarder un petit bout de ce sujet et ensuite, on discutera avec Aurélie Dupont. Magnéto. Voilà, donc c'était Aurélie Dupont dans Carmen à l'Opéra de Paris, chorégraphiée par Roland Petit. Vous êtes non seulement jolie, vous êtes belle quand on vous voit là, vous êtes magnifique, vraiment. Alors, on va parler un peu de vous, de votre vie. Vous êtes née en 73. Votre père était médecin à l'Institut Pasteur. Il est toujours, d'ailleurs. Il est toujours. Ouais. Et vous dites qu'il se consacrait à 101% à ses malades. Et cette dévotion à son travail que vous lui reprochiez sans doute un peu à l'époque, finalement, vous l'avez en vous de la même façon. Oui, j'ai compris justement l'intérêt qu'il avait pour son travail et pour ses malades, entre guillemets, bien plus tard, parce que je fais évidemment pas la même carrière, mais c'est le même temps, la même notion d'études, les mêmes années application, les concessions, tout ça. Donc maintenant, je le comprends. Mais à l'époque, quand j'étais gamine, j'en souffrais beaucoup. Alors, vous êtes partie vivre assez jeune aux États-Unis. Vous étiez majorette. Alors ça, quand même, c'est extraordinaire quand on pense que vous auriez pu finir majorette. Et alors, vous vouliez être pianiste. C'était une espèce d'obsession chez vous. Vous étiez toujours collé sur le piano, comme ça. Et vos parents n'ont pas voulu. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, on en reparle de temps en temps. C'est vrai que j'avais une passion. Ma première passion était le piano. J'avais 6 ans. J'étais fascinée par cet instrument, j'étais fascinée et je voulais absolument prendre des cours de piano et je demandais à mes parents continuellement de m'en acheter un, ils n'ont jamais voulu. Je pense que les connaissant un peu, je pense qu'ils avaient peur que ça soit un petit peu une envie subite et passagère et qu'ils ont préféré justement ne pas m'en offrir un. Mais j'insistais. Ils ne savaient pas quelle opiniâtreté vous aviez en vous. Alors, vous avez fait de la danse comme vos sœurs, vous avez commencé à 10 ans, et vous êtes présenté à l'école de l'opéra, après 3 mois de danse seulement, et alors là, c'est incroyable, il y avait 1000 candidates, et vous avez été 20. Il y en avait moi, une quinzaine de prises. C'est très compliqué de rentrer à l'école de danse. Quand j'ai commencé, j'avais fait 3 mois de danse en effet, donc j'étais assez nulle. Et je suis maintenant donc un pur produit de l'opéra parce que j'avais pas de. Et je pense que l'opéra ils préfèrent parce que souvent les élèves qui commencent, enfin les petits enfants qui commencent trop tôt la danse prennent souvent des défauts qu'on essaie de gommer après et ils préfèrent prendre des gens un petit peu vierges de tout pour les former de A à Z. Et là vous avez été formé parce que. Vous ont complètement modelé, quoi. Je veux dire, déjà, on vont vous inculquer des choses très dures et une psychologie d'une personne de 20 ans, quoi, déjà, alors que vous étiez très jeune. Discipline de fer. Alors, c'est vrai qu'il y avait un prof qui vous forçait à monter sur des pointes avec des semelles de fer. C'est quoi ça? J'ai eu des professeurs un peu difficiles. Je crois que je ne sais pas si c'était moi qui étais particulièrement sensible ou peut-être pas faite complètement pour cette école. Mais c'est vrai qu'en effet, ma première professeure à l'école de danse trouvait que j'avais pas assez de force dans les chevilles, ce qui est vrai. Et ce qui était vrai à l'époque. Et elle m'avait acheté des pointes avec une semelle en fer. Évidemment, je me suis fait une entorse. Parce que c'est complètement absurde. Et j'ai passé mon premier examen avec une entorse. Et alors, vous mangiez aussi des choses terribles. C'était des yaourts
À 10 ans, non, ça allait. C'est Ça plutôt allait. vers 14-15 ans où j'avais tendance à être un peu plus ronde, où la crise Ouais. d'adolescence a été un peu difficile à passer, où là, je mangeais des yaourts 0%, des blettes, des légumes Des radis. et rien de très excitant. Ouais. Il y a des brimades dans ces écoles. Enfin, je veux dire, c'est une éducation dure par rapport au laxisme qu'il y a dans l'éducation Ouais, nationale c'est- aujourd'hui. C'est très difficile. Je crois que l'école de danse, c'est un peu, moi je compare souvent ça au service militaire, c'est à peu près ça. Quand on a 15 ans, on peut à la limite comprendre, et puis on a déjà 5 années d'école de danse derrière nous, donc on touche au but. Mais quand on a 10 ans, déjà de raisonner comme un adulte, c'est très difficile. On se rend bien compte, et en même temps on l'assume qu'on n'a pas la même éducation que les autres enfants Ouais. qui à 10 ans font bien autre chose, jusqu'à 16 ans d'ailleurs. Et ça c'est difficile. C'est qu'on Oui, est un constamment- embrigadement, voilà, on est effectivement. conscient qu'on n'est pas comme les autres, en même temps c'est un choix, Ouais. une passion, donc c'est... C'est un peu comme un sacerdoce, d'une certaine Exactement, façon. ouais. Oui. Alors, vous étiez évidemment le petit rat qui veut devenir étoile. Ça, c'est assez beau, c'est assez poétique, je trouve. Et à 16 ans, en 89, vous êtes admise au corps de ballet de l'Opéra. Alors là, déjà, la discipline se relâche un peu. Elle se relâche parce qu'on n'a plus quelqu'un derrière nous à nous motiver, à nous dicter un petit peu tout ce qu'on doit faire. Il y a une discipline qui est toujours là et qui est très présente. Et le problème qui se pose, c'est on se retrouve seul, on doit gérer notre carrière, on doit gérer justement cette discipline qu'on nous a inculquée pendant 6 ans. C'est à vous de vous justement, l'appliquer après, Pas ouais. trop, Ouais. pas trop freiner parce que c'est là où on peut perdre beaucoup Ouais. de temps. Alors, à 23 ans, vous êtes première danseuse en 96. Alors là, il faut que vous m'expliquiez parce que d'abord, vous avez été soliste. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie quand on rentre dans le corps de Voilà, alors ballet. c'est quoi coryphée, par exemple. Ça, c'est un mot qui date d'un truc qui date du Oui, alors 18e siècle. la première classe, vous êtes quadrille stagiaire pendant un an. Quadrille. Quadrille stagiaire, c'est-à-dire que pendant Quadrille stagiaire, un an, d'accord. vous êtes remplaçante de tout le corps de ballet. Le corps de ballet, c'est l'ensemble des danseurs D'accord. qui sont bien souvent derrière les danseurs étoiles qui sont Ouais, devant. ouais. Et donc là, vous apprenez tous les rôles pendant un an. C'est assez terrible comme situation parce qu'on peut vous demander 5 minutes avant de lever du rideau de remplacer telle Ah oui, fille au pied derrière. levé, c'est le cas de le Au pied dire. levé. Donc ça, c'est difficile. Ouais. Ensuite, vous devenez quadrille, donc vous avez le droit de passer des concours. Il y a des concours internes chaque année. Quand vous Ah oui, il y a une quand- sélection interne qui est très dure, Ouais, bien sûr. ouais, ouais. C'est-à-dire que sur 30 quadrilles, par exemple, il y a 2 ou 3 places chaque année. Ce qui est Et vraiment au-dessus de très- quadrille, qu'est-ce qu'il y a après? Coryphée. Coryphée, c'est ça. Voilà, coryphée, sujet, Sujet, c'est au-dessus de coryphée. au-dessus de coryphée. Ah. Sujet, première danseuse. Oui. Et quand vous êtes première danseuse, vous n'avez plus de concours à passer, vous êtes ou non nommée danseuse étoile. Voilà. Et là, c'est là, en fait, que vous pouvez devenir ou non étoile. Voilà, Donc vous c'est pouvez ça. rester première danseuse à vie. Ouais, d'accord. Enfin, à vie, jusqu'à 40 ans, l'âge de la retraite. Alors, vos rencontres, ça a été effectivement, on le disait, Roland Petit, Pina Bausch, qui était vraiment une révélation pour vous. Vous disiez, pourquoi montres-tu tant de force? Laisse faire ton corps, accepte-toi comme tu es. C'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine liberté. Ouais, bien sûr. Pina, ça a été une rencontre qui m'a bouleversée en tant que danseuse et en tant que personne. Parce que bien souvent, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chorégraphes contemporains. Bien souvent, c'est ou une rencontre technique qui est formidable ou une rencontre humaine qui est formidable. Et c'est très difficile, ou c'est rare en tous les cas, de trouver quelqu'un qui vous apporte les deux. Et Pina m'a apporté les deux. C'est-à-dire une technique contemporaine qui est très difficile et qui mérite autant de travail qu'une technique classique qu'on apprend moins bien ou moins que la technique classique, et avec un apport et une révélation. Quand elle est partie, humaine vous étiez un peu incroyable. triste. J'étais Hein? déprimée, ouais. Très J'ai déprimée quand elle est pendant partie. 3 mois. Et alors là, mesdames, messieurs, le 31 décembre 1998, donc après Don Quichotte, Hugues Gall s'approche de vous et vous annonce que vous êtes étoile. Hein? Alors là, c'est plus seulement briller par la technique, c'est vraiment se mettre au service du chorégraphe qui fait de vous, enfin, entre la première soliste et l'étoile, quelle est la différence en dehors du plaisir que ça vous a fait? Bah, je pense que quand on est nommé dans ces étoiles, moi, la différence que ça m'a apporté, c'est juste un titre en plus. C'est une espèce de couronne qu'on nous pose Voilà, sur la tête. c'est ça. Parce que vous vous réveillez le lendemain, vous dansez pas mieux, vous avez les Ouais. mêmes Mais défauts, vous les dites mêmes je suis une qualités. étoile, je suis une étoile. Mais vous êtes une étoile, c'est Ouais. vrai. Donc vous avez ce titre suprême C'est dont vous génial. rêvez depuis que vous êtes Moi, je toute vous admire petite. beaucoup aussi parce que vous êtes étoile. Ah ben oui, une fille qui est étoile, Ouais. c'est génial. Mais je pense que l'étoile, au sens propre du terme, se révèle des années après. C'est-à-dire que Ouais. c'est vrai que j'ai les mêmes défauts, les mêmes qualités. J'ai une maturité qui se fait au fur et à mesure des années. J'acquiers une technique peut-être un peu plus subtile et de plus en plus... Vous avez une poussée. responsabilité surtout, Mais c'est une responsabilité énorme. bien sûr. Ouais, ouais. Alors là, vous avez un accident. Tout de suite après, Peu de temps après, oui. peu de temps après, problème de cartilage derrière la rotule, et vous restez 6 mois. Alors là, vous dites au début vous êtes déprimé, mais que finalement, ça vous a permis de digérer votre nomination. Moi, ça m'a fait un bien fou. Déjà, en règle générale, quand je m'arrête de danser, ça me fait beaucoup de bien. Oui. Ça me manque pas tellement, j'ai honte de le dire, mais Ouais. ça me fait du bien, et du puis bien. j'avais besoin de me reposer un peu. Là, il s'est trouvé que ça tombait mal, et ça tombe de toute façon toujours mal. Ouais. Et ces 6 mois m'ont permis justement d'assumer ce titre, qui est pas évident. Et puis quand j'ai été nommée, je m'y attendais pas. Il y a souvent des premières danseuses ou des premiers danseurs qui, quelque part, au fond d'eux, Ouais. peut-être l'avouent pas, mais au fond d'eux, sentent que ça va être le moment. Moi, je sentais absolument Ouais. rien. Donc j'ai eu besoin d'un peu de temps pour faire Pour le point digérer sur tout ma ça, ouais. carrière. Et,
Alors pendant votre adolescence, vous regrettiez un petit peu que vos sœurs sortent dans les boîtes de nuit. C'est vrai que vous aviez quand même une vie très, très réglée. Et aujourd'hui, finalement, votre vie quotidienne, c'est pas mieux, parce que vous répétez quand même, attendez, de midi à 19h. Ouais. C'est pas mieux, mais en même temps, je peux vivre un peu si après je veux sortir, si je veux mes week-ends partir à la campagne. Vous avez des soirées de libre? Oui, j'ai des soirées de libre. Très bien. Non, mais c'est vrai que vous dites à entendre la rédaction, la direction, il faudrait qu'on soit couché à 21h et 23h quand il y a spectacle, sans alcool, sans fumer. Vous fumez, vous? Un peu, oui. Ça prouve qu'on peut être dans ces étoiles de l'opéra et fumer. D'accord. Et vous dites, quand j'ai le trac, plutôt qu'un bain chaud, un bol de tilleul, je préfère une nuit blanche et un verre de vodka. Vous êtes rock'n'roll quand même, comme dans ces étoiles. Non, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est un article que j'avais fait pour VSD, je crois que je peux le dire. Mais vous pouvez le dire, bien sûr. Et donc, l'article était pas mal et ils ont rajouté cette petite phrase qui vient pas de moi. J'aime pas la vodka en plus, donc ils ont pas de chance. Mais il est vrai que je ne suis pas contre un bon verre de vin entre amis ou un bon resto. Mais à la bonne heure, Aurélie, à la bonne heure. Ouais. Alors dites-moi, on va terminer sur quelque chose d'un peu plus people, vous m'en voudrez pas, mais vous avez vécu avec 2 danseurs de l'opéra et aujourd'hui vous dites, j'ai envie de partager avec quelqu'un qui soit étranger à tout ça. Ouais. Bah, c'est difficile de... La télévision Je sais pas. C'est difficile toujours, mais dans tous les milieux, de vivre avec quelqu'un qui fait le même métier que vous. Et c'est vrai que quand vous êtes nommé dans ces étoiles et que vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas forcément étoile, ça peut mal se passer ou bien se passer. En l'occurrence, pour moi, ça s'est mal passé. Mais c'est vrai que c'est beaucoup... Donc vous cherchez plutôt quelqu'un en dehors du milieu de la danse? Oui, qui me change la tête un peu. D'accord, très bien. Je pense que vous allez avoir beaucoup de coups de fil, excusez-moi de vous le dire. Mais... Non, vous savez, il y a deux femmes, 2 filles en ce moment que je trouve fantastiques. Il y a Hélène Grimaud, la pianiste, qui a un talent fou, qui est très belle. Vous êtes très belle aussi, vous avez beaucoup de talent. Et les dieux vous ont vraiment, enfin les fées se sont vraiment penchés sur votre berceau parce que vous alliez la beauté et le talent. Alors on est étoile à vie, hein. Oui. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes étoile pour le restant de vos jours. Hein. Je suis étoile... on meurt étoile. Je serai, oui, on meurt ex dans ces étoiles. Parce que je serai étoile jusqu'à 40 ans. À 40 ans, on me demandera gentiment de quitter les lieux. Mais on meurt étoile, mais les étoiles ne meurent pas. Je voulais vous faire ce compliment avant de finir. Merci. À bientôt, en tous les cas. Merci d'être venu. On enchaîne avec notre coup d'œil sur le phénomène capoeira. Cette danse de haute lutte, initiée par les esclaves voici 3 siècles, a forgé la souplesse des hanches brésiliennes. Elle s'enseigne aujourd'hui sur tout le bassin francilien. Et Christophe Sando est allé se jeter à l'eau, Magnéto. La capoeira est à la fois sport, danse. On appelle aussi d'art martial. Les anciens maîtres, ils préfèrent employer lutte. C'est comme un combat ludique. Donc il va voir l'attaque, l'autre va utiliser sa défense. Comme la défense de la capoeira, c'est les esquives, c'est pas bloquer un coup, c'est les éviter et aussitôt contre-attaquer. Qui ne connaissent pas la capoeira, ils pensent que c'est des chorégraphies réglées, etc. Mais non, c'est tout improvisé. Le vainqueur, ce n'est pas celui-là qui tape ou qui fait tomber l'autre. Le vainqueur, c'est celui-là qui arrive meilleur à exprimer ses mouvements et qui arrive à avoir vraiment un échange avec l'autre. À 40 ans passés, Béja Flor est un des grands maîtres parisiens de la capoeira. Formé dès l'âge de 13 ans, Béja Flor enseigne en France cette danse ancestrale depuis 1986 dans la grande tradition brésilienne avec chansons et orchestre. L'origine de la capoeira, c'est la culture africaine. Donc elle est conçue par une culture afro-brésilienne. Son histoire, elle date du XVIe siècle. Elle est démarrée pendant l'esclavage au Brésil. C'est les esclaves bantous de la côte devant de l'Afrique qui s'étaient envoyés là-bas comme esclaves. Et ces peuples de différentes nations africaines qui ont créé la capoeira. Spirituelle, physique et ethnique, la capoeira est aujourd'hui une discipline qui devient furieusement tendance. Résultat, en France, le nombre de cours et d'élèves ne cesse de se multiplier. La capoeira, si vous voulez, elle n'est pas la mode, parce que ce n'est pas une mode, c'est une art. Une art ne peut pas être la mode. Elle est simplement, elle s'installe tout gentiment, délicatement, comme elle a s'installé au Brésil. Au moins de 3 ans, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de pratiquants de capoeira en France, comme en Europe entière. N'importe quel individu qui a son minimum de qualité physique, il va pouvoir s'adapter à l'entraînement et va réussir à apprendre le nécessaire
pour pouvoir s'amuser, que ce soit un enfant de 3 ans, de 4 ans, que ce soit un adulte de 60 ans, 70 ans. Ça dépend de lui et de ce qu'il veut rencontrer dans cet art et qu'est-ce qu'il veut comme amusement. Alors vous aussi, entrez en transe, découvrez l'univers de la capoeira, car la culture, c'est aussi la poésie d'un corps qui s'abandonne à la danse. Je reçois maintenant Pierre Assouline pour la parution de sa biographie d'Henri Cartier-Bresson aux éditions Plomb. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez reçu, c'était l'année dernière pour La Cliente, qui était votre premier roman, et on est heureux de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle biographie. Alors je donne un petit peu pas votre palmarès, mais votre CV. Vous êtes directeur de la rédaction de Lire, vous êtes producteur-animateur de première édition sur France Culture, ce qui veut dire que vous vous levez le matin super tôt, parce que c'est de 7 à 9, c'est ça, non? Oui, ça fait lever à 5 heures, mais c'est pas plus mal. Ouais, donc vous couchez à minuit et vous levez à 5 heures, c'est ça? Oui, on fait beaucoup de choses comme ça. Ah oui, ça vous faites beaucoup de choses, vous. Alors, quand Jean-Marie Cavada vous a demandé de faire cette émission tous les matins sur France Culture, vous lui avez dit, mais je suis peut-être pas l'homme de la situation, et vous avez dit, si, c'est vous. Alors vous avez dit, mais comment vous le savez? Et il vous a dit, c'est une très bonne phrase, il vous a dit, vous avez la qualité qu'il faut, l'inquiétude. Oui, je crois qu'il avait touché juste. C'est vrai que moi, je suis plutôt inquiet parce que, pas seulement pour une émission de radio et de télévision, mais même pour ce que je crois savoir faire, c'est-à-dire des biographies, puisque c'est la 8e ou 9e. Bien sûr. À chaque fois, j'ai la même inquiétude qui fait que je pense que je ne vais pas y arriver parce que... C'est pour ça que c'est bien. Parce que c'est trop difficile. À la sortie, parce que vous êtes inquiet. Alors justement, vous avez fait pas mal de biographies. Il y a Dassault, il y a Gaston Gallimard, il y a Jean Jardin, Canneveller, Albert Londres, Simenon, Hergé, Moïse Camondo, avec le dernier des Camondo dont on a beaucoup parlé. Et puis un récit qui est un peu une forme de récit, c'est Lucien Combel, Le fleuve Combel, le roman dont on parlait, La Cliente, et puis alors des entretiens aussi, dont un livre avec Blondin, des enquêtes, les nouveaux convertis, l'épuration intellectuelle. Enfin, vous avez 46 ans, hein? Oui. Vous avez fait 18 bouquins quand même. Hein? Oui, enfin, je n'ai pas compté, mais bon, ça ne me paraît pas extraordinaire parce que j'ai commencé peut-être un peu tôt et puis j'adore ça. Donc ce n'est pas... Philippe Tesson me disait tout à l'heure en parlant de vous, vous finiriez à l'Académie française. Ce qui est... Je ne sais pas, mais je peux vous dire où j'ai commencé, chez Philippe Tesson. Ah oui, c'est vrai, vous avez été au... J'ai commencé au Quotidien de Paris, Ouais. comme tout le monde. Presque tout le monde a commencé soit à Combat, soit au Quotidien de Paris. Et le nombre de journalistes qui doivent quelque chose à Philippe Tesson, ils sont légion. Oui, donc, il a confiance en vous, là. Il dit qu'il va aller à l'Académie française. Bon. Alors, aujourd'hui, on parle de Cartier-Bresson, donc chez Plomb. Alors, le XXe siècle, c'est le siècle de l'image. Cartier-Bresson est né en 1908, et donc vous le baptisez l'œil du siècle, ce qui est effectivement une très bonne formule. Qui n'est pas de moi. Ah bon? Qui était de Jean-Dominique Bobby. Ah oui, c'est un article dans Paris Match qu'il avait consacré à Cartier-Bresson. Et Bobby était un ami. Et quand j'ai retrouvé cet article, ça m'a ému, vu sa fin. Et j'ai fait un clin d'œil clandestin comme ça. Qu'à de le dire. Oui, alors évidemment, la vie de Cartier-Bresson, c'est un peu l'histoire d'un regard porté sur le siècle. Alors, vous êtes plutôt doué parce qu'il refuse de parler, enfin Cartier-Bresson c'est bien connu, il refuse de s'exprimer, de parler de son œuvre. Il refuse d'être pris en photo, ce qui pour un photographe est quand même assez gonflé. Alors vous l'avez rencontré la première fois en 94, hein, c'est ça? Oui, je l'ai rencontré parce que je voulais faire une interview pour Lire, le magazine, et il refusait depuis toujours, puisqu'il refuse des interviews, il n'aime pas les rencontres et tout ça, enfin ce genre de rencontres. Et puis finalement, il a accepté un jour, et on a sympathisé, on a passé une demi-journée ensemble, on a bu un verre de rouge après, dans un bistrot du quartier. Et puis il m'a écrit, puis je lui ai écrit, puis je lui ai téléphoné, et puis on s'est revus pour prendre le thé, pour se promener. Vous êtes devenus copains, quoi. Et puis on est devenus amis. D'abord copains, puis ensuite amis. Et au fil des années, ça fait quand même 6-7 ans, au fil des années, j'arrêtais pas de lui dire, mais tu sais, un jour, je voudrais vraiment faire un livre sur toi. Il me disait vraiment, mais vraiment, je ne veux pas. Parce que ça m'intéresse pas. Et puis il me racontait sa vie. Et puis, l'un dans l'autre, c'est devenu... Ce que vous êtes dit, c'est que la morale de la vie de Cartier-Bresson, c'est la désobéissance. Alors, vous avez fait pareil, vous avez désobéi, vous aussi. Vous avez fait ce qu'il ne voulait pas que j'ai suivi son conseil. Il m'a toujours dit, dans la vie, il faut désobéir. Voilà. Et effectivement, c'est la leçon de sa vie, c'est la désobéissance permanente à sa famille, à ses maîtres et à la société. C'est un anarchiste dans l'âme. Et donc, un jour, je lui ai dit, écoute, j'ai une surprise pour toi, je t'ai désobéi. J'ai écrit un livre. Ben oui. Alors, il y a une phrase dont vous parlez, une phrase de Sioran qui dit « Il est incroyable que la perspective d'avoir un biographe n'ait fait renoncer personne à avoir une vie. » Et vous dites, page 15, « Si terrible fut-elle, la perspective d'avoir un jour un biographe n'aurait jamais fait renoncer Henri Cartier-Bresson à avoir une vie. » Mais il aime trop ça. Oui. Enfin, sa passion dans la vie, c'est la vie. C'est la vie. Alors, c'est vrai qu'il aime pas... 91 ans, toujours. On disait qu'il n'aimait pas qu'on parle de lui, il n'aime pas les photos, il n'aime pas les rétrospectives, il appelle ça des obsèques prématurées. Alors, sa vie maintenant.
famille de manufacturiers dans le coton, Oui. assez riche. Des grands bourgeois. Ouais. Des grands bourgeois, et c'est le début du siècle, il est donc en 1908, et Cartier-Bresson, très vite, très tôt, vers l'âge de 13-14 ans, finalement n'est pas un bon écolier, il ne s'intéresse pas du tout à ça, il quitte le lycée avant le bac, il ne passe pas son bac, il n'a qu'une passion dans la vie, c'est la peinture et le dessin, l'art. Sa mère l'emmène au Louvre presque tous les jours, sa véritable école c'est le Louvre, et puis finalement, bon, il réussit, par les amitiés de ses parents, à s'introduire dans l'ombre de Jacques-Émile Blanche, le peintre et portraitiste, et il devient un petit peu son assistant informel. Et puis, surtout, il intègre l'Académie Lotte, qui est une grande académie de peinture. Elle apprend le cubisme. Pendant 3 ans. Alors voilà, et d'ailleurs c'est vrai qu'on sent, enfin vous le soulignez très bien, mais quand on voit les photos de Cartier-Bresson, c'est vrai qu'on sent qu'il y a ce regard, parce que par exemple les photos de Cartier-Bresson n'ont jamais été recadrées, par exemple. C'est-à-dire que il a toujours refusé. Voilà, lui quand il faisait la photo, il la cadrait avec son œil, et ensuite il n'y avait pas derrière un tireur qui venait la recadrer. À 20 ans, il était fait. Il a eu un compas dans l'œil grâce à ce qu'il a appris chez Lotte. Il a une conception géométrique de l'espace. Ce sont des lignes, des perspectives. Il n'en est jamais sorti. Et ces photos sont les photos d'un artiste. Pourquoi ? Parce que c'est un artiste avant tout. Pour lui, la photo, c'est un média. L'appareil photo n'a aucune importance. Excusez-moi, Pierre, je vous presse un peu, mais comme il a 91 ans... Dépêchez. Donc après, il voit dans les années 20 les surréalistes. Il fréquente Breton, Crevel, Max Jacob, puis d'autres, Léonore Fini, Aragon. Première photo en Côte d'Ivoire, lors d'un voyage en Afrique. Oui, il a tout plaqué à cause d'une femme qui avait 10 ans de plus que lui. Il était fou amoureux d'elle. Un amour impossible, elle a été mariée. Et donc il plaque tout à 22-23 ans, un grand romantique, une sorte très rimbaldien dans l'esprit. Et il part au Cameroun et il va chasser le fauve. Et il vit 1 an là-bas avec le produit de sa chasse. Et il s'achète un appareil photo assez ancien et il fait ses premières photos. Voilà. Mais quand il rentre d'Afrique, il passe par Marseille et là il achète un appareil tout nouveau pour l'époque, qui est le Leica 24-36, petit appareil qui à l'époque ressemble à un jouet. Aujourd'hui c'est un bijou, à l'époque c'est un jouet. Et il fait ses premières véritables photos de reportage et tout de suite ce sont des chefs-d'œuvre. Voilà, alors il va annoncer ça à son père en compagnie de Max Ernst et il traîne, alors bon, on va pas tout raconter, Montparnasse, le Mexique où il reste 1 an, New York en 1935 où il y a une première exposition. Et là, il décide pour la première fois, c'est en 1932, d'arrêter la photo. C'est-à-dire que 3 fois de suite, en 1932, en 1936 et en 1970, il a décidé d'arrêter la photo et là, il veut être documentariste à ce moment-là. Il va être documentariste et il part d'abord aux États-Unis dans le sillage de Paul Strand pour apprendre le documentaire. Ensuite, il revient en France, il est photographe pour Ce Soir, le journal d'Aragon. Et puis, il y a la guerre d'Espagne. Et là, comme c'est un homme de gauche et qui sera toute sa vie un militant de gauche, la fibre militante le reprend et il part en Espagne, du côté républicain naturellement, pour faire un film de propagande à la gloire des Républicains comme documentariste. Il ne fait pas de photos, alors que Robert Capa, son ami, et lui, fondateur avec lui de l'agence Magnum plus tard. Lui, il fait des photos. Ce qui fait qu'il n'y a aucune photo de la guerre d'Espagne par Cartier-Bresson. Alors là, il veut devenir réalisateur. Alors il va voir Buñuel, il va voir Pabst, qui refuse parce qu'on n'a pas besoin de toi comme assistant. Et Renoir accepte, ça je ne savais pas du tout. Et il est l'assistant de 3 films. Oui. Ils ne sont pas n'importe lesquels quand même. Partie de campagne. Partie de campagne, la règle du jeu, le 3e, c'est quoi ? Et puis, naturellement, j'ai oublié, mais ça va revenir. Non, mais c'est fou parce que c'est vrai qu'il devient quand même assistant et en plus il joue parce que vous montrez d'ailleurs dans le livre, il y a des photos où on le voit dans partie de campagne, la règle du jeu, ça je ne savais pas du tout. Et alors, premier grand reportage, c'est en 1937, c'est le couronnement du roi d'Angleterre, George VI. À Londres. Ça, c'est un reportage magnifique, mais comme toutes ces photos de jeunesse d'ailleurs, il en a déjà fait beaucoup. Et puis à ce moment-là arrive la première grande date dans sa vie, première grande rupture, c'est la guerre. La guerre, il l'a fait sous les drapeaux, il est fait prisonnier, il y passe 3 ans dans un stalag. Oui, alors il était prisonnier dans les Vosges le jour de l'armistice, et il enterre son appareil photo. Oui, il enterre son Leica dans une ferme en disant « je le retrouverai ». Il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé, mais il passe 3 ans quand même dans les stalags. C'est une expérience pour lui inoubliable, très dure. Et comme c'est un trait de son tempérament qui est tout à fait important, c'est un évadé, c'est un frénétique. Cartier-Bresson, trois tentatives. Il ne tient pas en place, il ne peut pas rester quelque part. Et malgré le danger, il s'évade 3 fois, et la 3e est la bonne. Il rejoint la France en 1944. Il rejoint la France en 1944, et là, il entre dans la résistance des prisonniers de guerre évadés. Et en même temps, il fait des photos. Alors là, il y a toutes les photos. Alors, il y a tous les portraits qui sont célèbres. Matisse, Claudel, Braque, Gandhi, juste avant son assassinat, avec la lassitude sur le visage de Gandhi. La Chine, puisqu'il a été là-bas avant la victoire des communistes et pendant la victoire des communistes. Il fonde l'agence Magnum, c'est en 1947, je crois, avec Robert Capa et Seymour. Il est le premier à rentrer en URSS après la mort de Staline. Alors, je continue, parce que il y a Faulkner, Giacometti, Camus, Marie Curie. Il y a eu tout le monde. Et alors, Marilyn.
Marilyn Monroe, oui, pendant le tournage des Accès, les Misfits. Ouais. Racontez l'histoire où il met le Leica sur la chaise. Toute l'équipe de Magnum Ouais. avait été là-bas, l'un après l'autre. Et puis lui, quand il y était, il avait sympathisé lui aussi avec Marilyn. Et un jour, ils attendaient, il y avait un repas de tout le tournage. Et ils attendaient Marilyn qui ne venait pas. Et Cartier-Bresson était assis. Et à côté de lui, il y avait une chaise vide. Et il avait juste posé son Leica. Et Marilyn arrive et elle va pour s'asseoir, elle voit le Leica. Et elle fait mine de s'asseoir, de poser ses fesses. Et elle hésite. Et Cartier-Bresson, la voyant, lui dit bénissez-le. Elle s'assoit dessus, elle se relève, elle avait béni son Leica. Elle avait béni le Leica. Alors le seul qui l'ait raté, c'est De Gaulle. Hein. Oui, enfin, ils devaient se voir et puis ils ne se sont pas vus. C'était la traversée du désert. Ils se sont ratés l'un l'autre. C'était quand même les deux géants Français. du siècle. Ben oui, c'est vrai. C'est Alors, dommage. il y a Alfred Stieglitz qui raconte une photo de Gaulle, parce qu'il faut bien comprendre quand même que ces photos, elles ne venaient pas par hasard. Il attend 3 heures dans le blizzard à New York pour un flocon de la fameuse photo Fifth Avenue Winter. C'est-à-dire que en fait, il attendait que le mec saute la flaque pour la fameuse photo, etc. Donc c'est un type c'était pas drôle tous les jours. Quoi. Je veux dire, c'était pas juste des rendez-vous pour aller faire clic-clac devant des stars, quoi. Non, ça n'a jamais été ça de toute façon, Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, c'est un promeneur, c'est un pérégrin. C'est un homme qui a passé sa vie à prendre son temps de bouger. Il n'aime pas voyager, mais il aime être à l'étranger. Et quand il est quelque part, il peut rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. C'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, les reporters sont envoyés, reviennent tout de suite. Tout à fait différent. Et quand il fait des photos, même des portraits de commande pour Life ou pour Match, pour les plus grands journaux, Faulkner par exemple, il ne mitraille pas, il ne fait pas 50 bobines, il fait quelques photos. Il y en a une. La photo de Marie Curie et de Pierre Curie à l'entrée de chez eux, la célèbre photo, il a fait en tout 5 ou 6 photos. Et c'est la première qui a été la bonne. Il a sonné, ils ont ouvert la porte, et il a vu là ces 2 personnages, comme 2 personnages médiévaux. Il a été saisi, et avant même de dire bonjour, il a fait une photo. Et c'était ça. Et c'était la bonne. C'est génial. Alors, il a appuyé 540 000 fois sur la détente, ce qui est beaucoup, mais compte tenu de ce que vous dites, ça veut dire qu'il a fait pas mal de photos, parce que comme il ne faisait pas... Oui, mais enfin, il a commencé à 23 Voilà. ans, il en a 91. Il en a 91, oui. Alors, votre livre, vous lui avez désobéi pour le faire, mais quand il l'a lu, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il l'a lu, il m'a dit... D'abord, il m'a dit, où as-tu trouvé tout ça? Je lui ai dit, mais tu m'as ouvert tes archives, tu m'as raconté ta vie pendant 6 ans. Il me dit, oui, effectivement. Et après, il m'a dit, c'est curieux, j'ai eu le sentiment de lire la vie d'un autre. Ouais. En tout cas, il est content. Il a ajouté une chose, et ça, je le rappellerai. Il m'a dit, bon, eh bien, maintenant que tu as écrit mon portrait, je vais enfin pouvoir te tirer le portrait. Donc voilà, vous êtes immortalisé. Alors, il connaît la date de sa mort parce qu'il y a une voyante, Madame Cole, qui lui a prédit, quand il était jeune, tout ce qui est arrivé plus tard, finalement. Et tout est arrivé. Et tout est arrivé. Donc, il ne veut pas le dire, mais il connaît la date de sa mort. La date et les conditions, mais il ne veut pas le dire, oui. C'est très étonnant, ça aussi. Alors, vous, votre biographie, je suis désolé, vous n'allez pas mal le prendre, mais elle est beaucoup moins intéressante que la biographie de ceux dont vous racontez la vie. Hein. Oui. Non, parce que, bon, vous êtes né à Kazan en 1953, vous avez vécu, je crois, 12 ans... au Maroc, hein. Puis ensuite vous êtes arrivé à Paris, puis voilà, vous avez une carrière assez bonne d'ailleurs dans les médias, les livres, 18 livres, on en a parlé tout à l'heure, Lire, le journal mensuel Lire, la radio maintenant, et vous dites d'ailleurs, vous le savez bien, vous dites, la vie d'un biographe est égale à la somme de ses biographies, c'est-à-dire qu'en fait, pour connaître votre vie, il faut lire vos biographies. C'est très simple, André Mauroy, qui est un grand biographe, a écrit ses mémoires qui n'ont absolument aucun intérêt. En revanche, si vous prenez ces biographies de Disraeli, de Byron, de Shelley, etc., vous les juxtaposez et en filigrane, entre les lignes, dans les interstices, vous avez sa véritable biographie souterraine, c'est-à-dire l'histoire de ses passions et de ses goûts. Alors et de ses rencontres. Justement, vous avez dit un écrivain écrit toujours par rapport à son secret. Et alors vous, la question qu'on se pose, alors là, c'est pas le cas, parce que d'habitude, vous faites des bios de gens qui sont morts et qui ont tous fricoté pendant la guerre, l'occupation, etc. Bon, là, cette fois-ci, Cartier-Bresson, conduite exemplaire, en plus, emprisonné, emprisonné dans son stalag, et il est toujours vivant. Bon, donc là, pour une fois, c'est un peu atypique dans les biographies de Pierre Assouline. Mais c'est vrai que généralement, vous êtes attiré par des écrivains de droite, antisémites, collaborateurs. Alors, il y a Jean Jardin, bien entendu, lui, il était clairement à Vichy. Hergé, dont vous avez révélé, même si on le savait un peu, son appartenance au mouvement existe. Simon, alors là, dans votre biographie de Simon, vous dites des trucs absolument incroyables. Gallimard, évidemment. Oui, mais je vous signale qu'il y a également Canneveller, qui était juif et qui était un homme de gauche. Oui, et Moïse Camondo. Moïse de Camondo, n'est-ce pas? Et enfin, il y a les deux. Non, mais bon, Lucien Combel, qui est devenu votre ami, qui était directeur-éditeur de Révolution Nationale quand même, donc qui s'en est moins bien tiré que François Chalais, parce que je crois qu'ils ont eu la même activité pendant la guerre, mais Combel s'en est jamais remis, il est allé mourir au bord de la Seine, ce que vous racontez très bien dans le fleuve Combel, et Chalais, lui, finalement, tout le monde avait oublié. Je réfléchis à ça dans La Cliente, votre héros, c'est pas vous, il dit qu'il est séfarade, donc comme vous,
juif séfarade, et qui dit qu'il est opposé au nombrilisme sur la mémoire juive, au nombrilisme de la Shoah. Alors vous, c'est un problème, ça, chez vous. C'est-à-dire qu'à la fois, vous en parlez tout le temps, mais en même temps, on dirait que vous avez donné une certaine absolution en disant ils sont humains, finalement, ces gens-là. Non, d'abord, je ne parle pas de ces gens-là parce qu'il n'y a pas un groupe, ce n'est pas un bloc. J'en parle pas comme ça. Non, ce qui m'énerve, c'est le judéocentrisme. C'est-à-dire de toujours tout juger par rapport à ce que pense telle ou telle personne, ou des juifs, ou ce qu'ils ne pensent pas des juifs. Donc pour moi, c'est ça le judéocentrisme. C'est ça. Cela dit, je ne suis pas prêt à donner l'absolution, d'abord parce que je n'ai pas qualité pour le faire, et puis c'est pas du tout dans mon tempérament. Puis non, c'est pas celui-là, mais vous avez tendance à voir l'ambiguïté des gens. Ça oui. Vous êtes très compassionnel par rapport à l'ambiguïté. Donc on finit par dire humain, trop humain, et je dis pas. Il y a un mot de Madame de Staël qui dit comprendre, c'est déjà pardonner. Alors déjà, si on veut essayer de comprendre, on est fichu, on pardonne. Mais moi, ce qui m'intéresse, vous avez dit le mot, c'est l'ambiguïté. Or, l'ambiguïté, chez beaucoup de personnages, de personnalités, de l'occupation, elle surgit de manière beaucoup plus forte que dans des périodes de paix civile. Ouais. C'est pour ça que l'occupation m'intéresse. C'est parce que l'ambiguïté des hommes est beaucoup plus prégnante. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu un débat, je ne sais pas si vous l'avez vu avant de venir sur le plateau, il y a eu un débat avec Olivier Guichard, justement, qui disait que lui, c'est vrai que jusqu'en 1942, il était à Vichy, que Vichy, c'était pas la collaboration, qu'il était à Vichy. Enfin, c'était un peu un personnage pour vous, en quelque sorte, parce que, après, il a choisi le général de Gaulle, et Dieu sait s'il a été fidèle à de Gaulle, mais c'est vrai qu'au départ, comme ça, il y a eu toutes ces hésitations, des gens de gauche, on en a parlé avec Robert Belot, des gens de gauche qui sont retrouvés collaborationnistes, enfin vraiment hitlériens, Déa, Doriot, qui venait du PC et du PS, enfin de l'époque. Alors vous dites d'ailleurs, je suis très isolé dans mon milieu, on ne me comprend pas toujours. Vous avez des amis juifs qui vous reprochent Oui, qui ne comprennent pas mes positions. J'ai même un ami qui a refusé de lire la biographie de Jean Jardin, par principe, en me disant, moi je ne peux pas admettre qu'on consacre un livre à quelqu'un comme ça, sans savoir qui c'était précisément. Donc, tant pis pour lui. Bien, écoutez, non, mais c'est une question que, avec Carmouze, Becbédé, s'était promis de vous poser. Je suis content de vous avoir posé. De toute façon, le sujet, là, aujourd'hui, est tout autre, puisque, je répète, donc, le titre du livre, c'est Cartier-Bresson, L'œil du siècle, donc, par Pierre Assouline, chez Plon. Merci d'être venu. On enchaîne avec notre portrait de l'écrivain Marc-Édouard Nab, qui publie Kamikaze, le 4e volume de son volumineux mais lumineux journal intime sur les mœurs germano-pratines. Éric Mata est allé assister au régal de la vermine Magnéto. Saint-Germain brûle-t-il? Plus cruel que Mathieu Gallet, plus incisif que les frères Goncourt, flirtant avec Paul Léoto, la dernière livraison de Marc-Édouard Nab porte bien son nom. Kamikaze, un raid précis, violent, n'épargnant rien ni personne, et curieusement rédempteur pour son auteur. Il y a des anges sombres, hein. Moi je me fais une idée des anges assez sombres, alors c'est peut-être pour ça. Mais il n'y a pas de... La contradiction, elle est apparente en fait. La vérité d'un être, il est dans ce qu'il fait. Donc je pense que même mon soi-disant angélisme, il est dans ce que je fais, même si ça paraît très, très dur et très violent et insupportable pour beaucoup. Quand on ouvre le livre, on est en face de morceaux du présent. Mais ces morceaux du présent datent d'une dizaine d'années. Et c'est ça qui fait un choc, je crois. Et pour moi, c'est du vieux présent, mais c'est quand même du présent. Nab, chronophage, graphomane, a le génie de foutre un grand coup de pied dans la frontière récit social-littérature. Pour lui, tout s'imbrique, peinture, musique, sexe, mondanité, vie familiale ou l'écriture comme hygiène de vie. Des fois, j'ai même l'impression que ça s'écrit sans moi, comme une machine qui tourne à côté. Quand je me lève le matin ou le soir avant de me coucher, ou dans la journée, ou partout, dans le métro, ou dans les toilettes, ou dans des chambres, dès que j'ai vraiment, que je sens qu'il faut que j'exerce cette gymnastique-là, eh bien je la fais, voilà, et puis je relis pas. Portrait, aphorisme, adoubement, détestation, Nab fait cracher sa plume avec la précision d'un entomologiste et la cruauté d'un Gengis Khan des lettres. C'est à la fois désespéré et parfois désespérant, jamais mièvre, toujours enflammé. Les jeunes et les vieux cons y sont sacrifiés, les vieux démons Céline, Blois, Pound, Wilde, sanctifiés. Ce journal n'est pas du tout introspectif, c'est pas du tout une... Je ne suis pas en train d'essayer d'analyser, d'ailleurs pas assez, souvent, mes propres pensées, mes sentiments et tout ça.
moi qui réagis face au monde. C'est pour moi plus important de parler des autres, et c'est d'ailleurs ce que je fais. Il suffit de regarder l'index, vous voyez à quel point les numéros correspondent à des... Il y a quand même 150 pages d'index avec des centaines et des centaines de noms. C'est une entreprise qui est vraiment de l'ordre religieux. C'est très monacal, on peut dire, hein, comme travail, mais ouvert sur la vie. Voilà. C'est ça peut-être qui dérange aussi. Chacun son salut. Voilà. Moi, je suis obligé de dire chacun mon salut, bien sûr. On commence avec Atom et Goyan, justement, pour la sortie aujourd'hui en salle du Voyage de Félicia. Un thriller haletant comme un Hitchcock, un face-à-face entre une frêle âme au cœur tendre et un serial killer amateur de chair fraîche. Elisabeth Quint a vu La Belle et la Bébête, Magnéto. Morning. My wife and I were worried about you. I was afraid you might have left already. It seems that Thompson's casting would be a waste of time. But I've tracked down the place you're looking for. I'm very influenced by the world of fairy tales and stories, and I think that, you know, I mean, to me, the strongest influence was Beauty and the Beast, you know, and yet Riding Hood, of course, also is important because of this idea of an innocent going into a house. We know that there's a wolf. And it's excruciating to kind of see, you know, her say what long teeth you have and what long nails you have. And we know that at some moment the wolf will attack. But to me, there's also Belle et la Bête. Could I have the lift? Oh, of course. It's 6:30 sharp, though. Damn it, why is she French? Oh, well, you know, I mean, I think I'm really interested by people who are outside of a culture, and also somebody who has to pretend something. And I think that the character that Gala is very interesting to me because she is a cliché of what a French woman in the 50s would have been. Divin, vraiment. So let's go inside and see if the roast is ready. Cut! Joey was in the shot again. I know! Go sit there! C'est formidable quand même d'être dans un rôle comme ça où justement je fais des choses qui m'ont fait peur. Je veux dire, cette femme, j'ai peur tous les jours de cette femme, de l'être. This fine young man will help me demonstrate a novel way of stuffing your turkey without untrussing it and then trussing it back together again. No. Too complicated. I take the stuffing and fit it into a nylon icing bag with no pipe affix, of course. Like this. Fill it up complètement. Encore une. Et voilà. We don't even know what her background really is. I mean, where she's from. We don't know. She's a mystery. But her career was made on a performance of this extraordinary character, this personage, which is funny and devouring. Now, Joey, why don't you show everyone how easy this is? You just squeeze it until the bird is full. Oh, Joey, what a mess you made! Oh, here is a piece of liver that managed to escape. Open your mouth, Joey. Oh, Joey! Open your mouth. It's very good for you, Oliver. You know, in some parts of the Middle East, Oliver is a delicacy. Atom et Goyan parle de la mère et du rôle de la mère, mais c'est le mal. Ah, si le mal n'était que français, ça n'aurait pas été aussi horrible peut-être. C'est le mal est universel, malheureusement, et c'est énorme l'universel, c'est sûr. Et la mère est un personnage universel. Go get the towel to help Maman clean up. Oh, what a mess, huh? Joey.
puis je reçois maintenant le comédien Michel Serrault pour la sortie en salle du Monde de Marty. Michel Serrault, bonsoir. Alors, bonsoir. Alors, très heureux de vous avoir pour 3 raisons. D'abord, parce que vous êtes rare à la télévision. Oui, mais je vais vous dire une chose, moi je ne vous quitte pas parce que je vous vois tous les jours. Voilà. Alors, vous voyez. Ça aussi, voilà. C'était la deuxième raison, c'est que vous êtes, je sais, un téléspectateur assidu. J'étais pas content parce que la mode, j'aime bien ça, mais on vous a un peu écourté là. Il paraît que l'année prochaine, normalement, ça sera l'émission durera toute l'année, mode ou pas sinon, mode. j'écrirai, vous me direz. Voilà, vous écrirez au patron de la chaîne, Stéphane Quéré. Il faut essayer de voir ça. Donc, vous êtes toujours le bienvenu ici, d'autant plus aujourd'hui que c'est votre anniversaire. Donc, je vous dis bon anniversaire. Voilà. Mais vous êtes au courant de tout, de tout le temps. Vous allez voir. Au jour le jour. Au jour le jour, je sais tout de vous. Alors, est-ce que vous dites l'avenir? Non, pas encore. Votre avenir à vous, ben, je pourrais dire que des bonnes choses. Alors, Le Monde de Marty de Denis Bardiot, donc avec Jonathan Demurger, sorti mercredi. Alors, je vais vous dire franchement, l'histoire, bon, vous, dans le film, vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, le petit, il a le cancer. Je me suis dit, ça va être... franchement, j'y suis pas... Ça va pas être rigolo. Voilà, je me suis dit, bon, voilà. Et force est de reconnaître, avec plaisir, que je suis sorti de là enthousiasmé, les larmes aux yeux d'abord, enthousiasmé, c'est un vrai hymne à la vie, le mot est un peu bête, mais c'est ça. Non, mais faut pas avoir peur. Et voilà, et je suis sorti de là, le cœur gonflé, et ça m'a fait du bien. Et depuis... je suis devenu le meilleur agent de publicité de ce film. Et je vous le dis à vous, chers amis et chers ennemis, c'est vraiment un film qui, au début, c'est un peu aride, le sujet, mais c'est pas du tout, excusez-moi le mot, c'est pas du tout chiant. Voilà. C'est pendant tout le film, on s'ennuie pas, vous êtes, on va en parler, vous êtes exceptionnel, le petit de Murger est génial. Alors, je vais dire le pitch. Oui. Donc, Martin, on l'appelle Marty. Il a 10 ans, il est hospitalisé, il a le cancer, et il vadrouille dans l'hôpital. Voilà. Et un jour, il ouvre une porte, comme ça, il en trouve une porte, il tombe sur vous, Antoine Béran, atteint donc de la maladie d'Alzheimer, paralysé, muet, et donc pendant tout le film, d'ailleurs, vous vous exprimez, on va en parler en voix off, hein, ce qui est assez étonnant, et Marty adopte Béran, ce vieux malade, il l'adopte, et ça devient son jouet, d'ailleurs, il l'appelle Immobile Man, ce qui est assez rigolo. Et finalement, ils finissent par s'adapter l'un à l'autre et à devenir amis, et à s'apporter des choses mutuellement. Alors, on va regarder un petit extrait, et puis on en parle. Magnéto. Je connais ce bruit. Je connais cette silhouette. C'est rien, mon ami. Chut. Robocop, qu'est-ce que vous fichez là, vous deux? C'est pas Robocop, c'est sa mère. Sale petit voyou. Vous vouliez vous échapper, hein? Mais ça ne se passera pas comme ça. Allez! Fonce, fiston. On s'ébarre! Vite! Allez! Vite! Il s'enfuit! Là-bas! Le Monde de Marty, donc de Denis Bardiot, avec évidemment Michel Serrault et Jonathan Demurger. Alors bon, on va pas dire où se situe la scène, parce que sinon on va déflorer le scénario, hein. Marty ne vous traite pas, enfin ne traite pas Béran comme un malade. Et en fait, c'est ça qui est le plus étonnant au début. Vous savez, finalement, c'est le charme et le génie des enfants. C'est que pour lui, c'est évident, c'est pas grave. Je veux dire que moi, dans la vie, ça m'est arrivé d'aller voir des amis ou même des parents, quelquefois, dans des états désespérés. On ne sait plus très bien comment faire, on ne sait plus quoi dire. Et le gosse, il n'aime pas ça. C'est l'innocence, il devient son copain et ils vont cheminer ensemble pendant quelques mois. Et puis, bon... On voit bien, d'ailleurs, quand la femme de Béran vient, elle se met là, elle tricote. Il y a une première scène qui est géniale, c'est quand il y a l'argent sur la télé, il y a la femme qui dort, vous êtes là, réveillé, vous ne pouvez pas vous exprimer, et le gosse, il prend l'argent sur la télé, vous ne pouvez pas réagir. Hein. Absolument. Et avant de partir, il coupe la télé. J'adore. C'est d'un seul coup, voilà, c'est ce que je veux dire à nos amis, c'est que c'est jamais... misérabiliste, c'est jamais triste, c'est toujours beaucoup d'humour, beaucoup de... Moi, j'ai fait attention, par exemple, pour jouer le rôle, je voulais pas qu'il ce soit larmoyant, triste, etc. Bon, il parle pas, il est très handicapé, mais je veux dire que l'humour, il a encore un peu de recul, et quand il s'exprime dans cette voix off dont vous parliez tout à l'heure, je veux dire, on se dit, bon, voilà, il prend son... Ah oui, puis il est pas morti, quoi, il se défend. Alors, ensemble... Marty et Béran construisent un monde dans cette chambre. C'est le monde de Marty. C'est cette chambre. Je trouve que ce film a l'air un peu d'une fable. Vous voyez, il n'y a pas de réalisme, vraiment. On voit pas les médecins trop, on voit pas le traitement, etc. C'est la rencontre de ce vieux bonhomme avec ce gosse qui est extraordinaire. Alors évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un film plein d'espoir. Et c'est ça. Et, écoutez, c'est une fable sur le fait qu'il n'est pas inutile de vivre et que
presque mort, on peut être encore utile. Quoi. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça qui donne la pêche quand on voit le film. Exact. C'est ça. C'est ça. En fait, j'ai dit oui pour faire le film. Je dis, mais c'est assez extraordinaire. Ça, on peut être utile jusqu'au bout, dans les conditions les plus pénibles, les plus incroyables, mais on peut servir, être utile encore à quelque chose et à quelqu'un. Et alors, j'ai des idées un peu bizarroïdes, mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que le vieux bonhomme et le gosse ne sont pas au courant du parcours qu'ils font. Ils ne savent pas le résultat de leur amitié, etc. Or, le résultat de l'amitié, c'est que le gosse va vivre, peut-être un peu grâce au vieux, et lui, le vieux, va disparaître, mais heureux d'avoir connu cette aventure. Alors vous, bon, je l'ai dit en commençant, c'est une vraie performance d'acteur, parce que dans ce film, vous dites, je me suis mis en état de médium. C'est un peu quand je m'amusais à endormir les gens au service militaire. Alors c'est vrai que quand vous étiez à Dijon, je vous ai dit, je sais tout de vous. C'était pas la guerre. Hein. Non, c'était pas la guerre, mais vous aviez hypnotisé un adjudant. Oui, c'est vrai. Hein, donc vous parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et le soir, on avait des longues soirées. Et je disais, qu'est-ce que je vous entends? Parce que j'ai toujours aimé ça, les fakirs, les gens, etc. Ouais. Et je dis, il n'y a pas des mecs qui veulent venir. Et alors, il y avait toujours des gars qui se proposaient. Dis-moi, moi, tu ne m'endormiras pas. Alors, je venais. Et puis, j'ai essayé mes talents de. Et là, vous exprimez vraiment, c'est formidable comme performance d'acteur, tout simplement. C'est-à-dire avec un battement de cils, sans un mot, puisque évidemment vous ne pouvez pas parler. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous existez autant dans ce film que Zaza Napoli dans La Cage aux folles, quoi. Alors que là, c'est un débordement de mots. Et là, sans rien dire, vous existez autant. Quoi. Oui, c'est-à-dire, on dit, c'est un acteur, c'est un phénomène, on ne sait pas trop ce que c'est, en parlant de moi. Non, mais ce qui est extraordinaire, je pense, moi, à la présence des acteurs. Par exemple, au théâtre, c'est plus facile parce que vous êtes en chair et en os et on vous voit. Donc, on ne s'étonnerait pas de voir un acteur qui joue toute une pièce muet. Il serait là. Il pourrait, n'est-ce pas, envoyer des ondes. Il pourrait participer, il pourrait. Au cinéma, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense aussi que, totalement convaincu de ce qu'on joue, on peut encore, avec très peu de choses, faire passer des sentiments. Ça passe, oui, ça passe très bien. Alors vous continuez quand même à prendre des risques, parce que ce film, quand on a dû vous l'apporter, le scénario, quand même, il faut avoir envie de faire ça. J'ai dit, c'est pas gay, pour faire ça, il faut être gonflé. En plus, le réalisateur, il n'avait pas fait grand-chose. Il avait eu un premier prix, un festival de court-métrage initié par Besson, Bardio, oui. Bon, après, il avait fait un court-métrage qui s'appelait Pénard, d'ailleurs, avec Jaffré, le co-scénariste. Il n'avait pas fait grand-chose non plus. Et en plus, vous êtes battu pour que le film puisse se faire. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes... le fait d'accepter déjà... Quand on avait des difficultés, parce qu'évidemment, quand on lit ça, personne n'y croit beaucoup. On se dit, mais ça va pas. Bon, il n'y a pas d'histoire de... c'est pas une image, mais il n'y a pas de coup de cul, si vous voulez. Il n'y a pas de coup de pistolet. Ah non, il n'y a rien. Là, on ne peut pas se réfugier dans tout ça. Alors, c'est pas encourageant pour des gens qui veulent faire de l'argent, si vous voulez. Dire, mais qui ça va Mais ça peut en faire, hein. Regardez les enfants du Marais, Oui. Quand ce film est sorti, la presse, enfin pas toute la presse, mais une grande partie de la presse avait dit qu'est-ce que c'est ce film, c'est réactionnaire, c'est pétainiste, il y a même un journal qui avait dit que c'était pétainiste. Et ça a été un énorme succès. Donc moi je pense qu'un film comme ça, on ne sait jamais, c'est ça qui est miraculeux. Oui, donc j'étais un peu en colère parce que systématiquement je suis tombé, ça a été un peu difficile à monter comme film. Ce sont des gens qui se faisaient raconter par des collaborateurs parce qu'il y a très peu de gens qui prennent des responsabilités et qui lisent, il faut le dire. C'est pas grave, mais il faut le dire. Donc, je veux dire, lisez, puis vous verrez. Alors, le petit acteur, là, Jonathan Demurger, qui a 11 ans, donc lui, il a commencé à 8 ans, hein, c'est aussi c'est un bon acteur, c'est quelqu'un, on sent qu'il a ça. Présence. Son père, d'ailleurs, est comédien cascadeur, sa mère jouait dans des séries à la télé, donc il était élevé là-dedans. Et ses grands-parents faisaient certainement du cirque. Vous, qu'est-ce que vous faisiez à 11 ans? Au même âge? À 11 ans, j'étais dans la rue, je crois. J'étais dans la rue, oui. Alors j'allais au cirque parce que j'ai toujours aimé le cirque. J'habitais la banlieue et le spectacle... C'était sur les Fortifs, là, c'était au Pré-Saint-Gervais. Oui, vous savez que je suis un copain d'Eddy et des fortifications, lui au boulevard d'Algérie et moi à l'avenue de la Porte-Brunet. Alors faut pas qu'on nous emmerde. Vous étiez un peu petit voyou, un peu petit chef, non, dans la rue, non? Bon, c'était pas les loupards, c'était des petits loupards des années... Vous piquiez des trucs quand même et tout ça? Ah, moi je volais, oui. Mais on volait, c'était une époque on volait pour manger, des fois. On rentrait à 3-4 dans une boulangerie, on disait maintenant, le patron, où il est, Robert, ou comme ça, il faut donner les plumes et puis les machins, maintenant. Il y en a marre. Et alors, déjà à l'époque, vous hésitiez, quoi, entre prêtre ou clown, hein? Vous étiez toujours ce côté, non mais c'est vrai, toujours ce côté gay, mystique, pieux, blagueur, vous hésitiez entre prêtre et clown, c'est vrai, non? Oui, oui, c'est vrai. Alors, je sais pas, quelqu'un m'a dit ça récemment encore, il m'a dit finalement, vous avez fait les deux. Oui.
Non, je ne pas encore je prêche pas encore. Non, mais vous êtes croyant. Oui, bien voilà. sûr, bien Vous sûr. avez été renvoyé alors de Conflans, là, du petit séminaire. Ah, moi, je n'ai pas été renvoyé. Non. On m'a fait comprendre gentiment que j'étais peut-être plus doué pour le cirque, peut-être, ou les planches, que pour l'homélie, ou pour etc. Bon, je dis, bon, pourquoi pas. Faites les curés dans les films de Mocky, c'est tout, maintenant. Alors, devant ces fanfaronnades et votre esprit comme ça, un peu petit chef, qu'on a du mal, quand on vous voit maintenant, vous êtes devenu tellement radieux, on imagine mal le petit... mais je n'étais pas méchant. Ah bon? Non, bon on arrêtait les jeux dans le métro, on faisait descendre les gens, on demandait des cigarettes, on demandait un peu de sous, mais on n'a jamais frappé. Alors un jour, il y a quelqu'un qui vous a dit, bah écoute, tu devrais aller au conservatoire de la rue Blanche, et à l'âge de 16 ans, vous avez... Et voilà, j'ai commencé là-bas. Vous avez commencé à 16 ans, dis donc, tu te rends compte? 16 ans de conservatoire. Oui. Et alors en même temps, vous avez continué à aller au cirque parce qu'en fait, vous étiez fou des clowns. Ça, c'est vraiment votre truc. C'est mon premier spectacle. Voilà, la première fois que j'ai ri, où j'ai été ébloui par la présence des clowns, qui reste pour moi un mystère. J'adore les mystères. Tout ce que je ne comprends pas, évidemment, j'adore. Parce que on ne peut pas faire autrement. On ne va pas se fâcher parce qu'on ne comprend pas. Donc j'adore. Mais c'est vrai, alors à cette époque où vous faisiez des petits spectacles comme ça, parallèlement au conservatoire, vous peigniez les affiches à la main, vous faisiez des quêtes dans les magasins, vous montiez vos petits... Oui, les gens pensent que Poiré et Serrault, par exemple, on venait de je ne sais pas où, on ne sait plus d'où on venait. Or, Jean et moi, on a préparé le conservatoire et on voulait être des acteurs classiques. On nous a rejetés et alors on a été obligé d'ouvrir notre boutique. Alors, vous avez été viré justement de la rue Blanche après 2 ans. Votre premier contrat, c'est donc en 1946 pour les tourner en Allemagne et en France. Avec Jean-Marie Serrault, qui était un grand ami et quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui est le papa de Colline Serrault. Ah bon, je ne savais pas du tout. Il était directeur EAU alors, 2 R EAU, voilà. 2 EAU. Et vous, c'est AULT. Oui. Et alors, pourquoi vous avez été viré du conservatoire au bout de 2 ans? Parce que ou je venais pas, ou je travaillais pas suffisamment, ou je riais, mais je n'ai jamais été fâché. On me disait, comme on peut me le dire encore, allez faire ça ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Alors je dis, bon, on va voir autre part, on verra bien. Parce que je crois que pour être comédien, il faut pas aller dans une boutique. Il faut regarder un peu partout. Et j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de me balader un peu partout. J'ai pas été chez Jouvet parce qu'il n'y avait plus de cours à l'époque, mais j'ai vu Jouvet quand même jouer la comédie. Mais j'allais chez Dulin, par exemple. J'aimais beaucoup. Je travaillais avec Ray Bars. J'ai fait du théâtre d'avant. Il y a quelqu'un qui a eu un peu une expérience similaire à la vôtre de la rue comme ça, c'est Lucchini. Il s'est beaucoup promené dans la rue, dans son quartier, près de la Goutte d'Or, là-bas. Il a appris, comme vous, dans les boutiques, en regardant les gens, dans les bistrots. Vous savez ce qu'on fait les uns et les autres, les comédiens, c'est parce qu'on a des grandes oreilles et des yeux. Oui, c'est pour ça, quand on vous dit, est-ce que vous avez travaillé pour préparer le film, vous dites, il y a 70 ans que je travaille. Écoute, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, alors, vous répétez chez vous, parce que j'étais sur le plateau. Je lui ai dit, oh non, avec qui voulez-vous que je répète? Avec ma glace? Mais alors, vous improvisez? Je dis, oui, vous voulez, je joue. D'abord, je ne peux pas improviser avec la glace. En plus, je ne sais pas toujours qui va me donner la réplique. Donc ça se passe sur le terrain. Bien sûr. Ça va de soi. Alors ce que j'ai appris en préparant cette interview, en fait, c'est que vous aviez été, je ne sais pas si vous étiez son élève, mais vous aviez connu Étienne Decroux, qui vous dites qui était un professeur de mime. Mais c'était le professeur de Marceau. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, bien sûr. Vous dites en parlant de lui, ce grand silencieux auquel les élèves doivent tant d'éloquence. C'est beau comme... Oui, elle est magnifique. Il avait aussi une formule qui nous faisait rire à l'époque, parce qu'on passait beaucoup, les acteurs faisaient des stages, il fallait apprendre l'expression corporelle, le mime. Et alors, sa devise, c'était un homme nu sur une scène nue. Et il lui faisait des spectacles où il avait juste un petit truc devant, comme ça. Mais autrement, il était tout nu. Et il faisait la machine à vapeur, la création du monde. Oui, c'est le summum du mime, ça. Ah, bah, c'était tout nu. Beau. Alors, on était tous à poil, et puis on essayait de faire une machine à coudre, une soupière à... Enfin, vous pouvez tout faire. Une marmite norvégienne. Ça a des limites, n'est-ce pas? Mais c'est pas mauvais. Quand on a fait ça, vous savez que Barrault était l'élève aussi de Jean-Louis Barrault. Ah oui, de Decroux aussi. De Decroux. Alors celui qui n'a pas fait d'expression corporelle, il a tort, parce que c'est bien. Les acteurs ne font pas assez de danse, d'expression corporelle, ils chantent pas assez, ils n'apprennent pas la musique. Moi, je n'ai pas appris tout ça, j'ai un petit peu, mais pas beaucoup. Mais je pense qu'on ne peut pas apprendre vraiment à jouer la comédie. Il faut être curieux, mais il faut apprendre un tas de choses comme ça. Alors... Donc le film de Denis Bardiot, je répète, c'est Le Monde de Marty, ça sort mercredi et ne vous laissez pas rebuter par le pitch, allez-y, voilà.
Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il n'y a pas de raison que les gens ne prennent pas du plaisir. Au contraire, c'est un... Voilà. Alors, vos projets, donc, il y a le Moki, vous le faites, là Alors, le Moki, j'ai vu Moki il n'y a pas longtemps, c'est temps pour parler. J'avais eu un coup de téléphone il y a 6 mois, le film n'est pas encore monté. Et je lui dis, alors, tu penses à moi? Il m'a dit, mais non, Michel, écoutez, vous m'embêtez, mais ça va se faire, etc. Vous savez, j'ai dit, c'est pas facile, monter des films. Non, mais j'adore, attention. Je sais, Moki. bien sûr. Donc ça, c'est la Soutane turquoise avec Emmanuel Béard, donc il doit se monter. Le Libertin, ça s'est tourné. Alors là, c'est fait. Ça sort le 22 mars avec Vincent voilà. Pérez, Fanny Ardant, Oui, alors là, Ariel Dombal. C'est Gabriel oui. Aguillon qui avait fait ce film qui a eu tellement de succès, Pédale douce. C'est ça, oui. Alors là, je joue un cardinal. Alors, Voyez, vous allez voir, je suis pas comme acteur, pas terrible, mais comme cardinal, et pour porter la soutane rouge, c'est magnifique. On n'est pas inquiet. Et les acteurs, justement, de Bertrand Blier, alors avec toute une pléiade, ça, tout le monde attend ça avec beaucoup d'impatience. Vous savez qu'on est quand même 35. Oui. On est obligé de nous mettre par ordre alphabétique, ce qui fait que moi, avec mon séro, je suis à la fin de l'affiche. Enfin, tout ça, il faut passer par là. Alors, on peut pas... pour finir, vous restez avec nous pour le débat cinéma. Je fais ce que vous voulez. Non, restez... Si vous croyez que je suis utile... Là, vous étiez venu à la 100e, vous vous souvenez, vous avez été notre parrain de la 100e. Et alors, la 300e, vous n'avez pas pu venir. J'étais pas là où j'étais souffrant, parce que je suis plus tout jeune, vous savez. Vous avez une pêche, là, honnêtement, hein. Mais ça ne va pas durer. C'est les derniers... Mais justement, vous faites l'enchaînement à ma place. C'est les derniers feux. Mais vous avez dit une fois à l'époque d'Assassin, c'était mal passé à Cannes, la première fois. Non, très bien passé. Bon. Et vous avez dit, franchement, vous me voyez arrêter avant de mourir? J'adore ça. On enchaîne avec l'Orestie d'Eschyle à l'Odéon. Comment, à la veille de l'an 2000, rebondir sur les ressorts de la tragédie antique sans la jouer à l'identique? C'est la question que pose cet Orestie et son cortège de meurtres en série. Frédéric Arbouet a trouvé ça odieux, mais divin, Magnéto. La tragédie grecque, c'est quand il y a mort d'homme. C'est un genre qui s'est développé il y a à peu près 25 siècles. C'est une langue qui est complexe. Et dont Eschyle est le premier représentant. Il faut que je raconte toute l'histoire de... Je veux t'égorger sur son corps. Vivant, tu l'as préféré à mon père. Meurs. Athènes, 458 ans avant Jésus-Christ, Eschyle a 67 ans. Il remporte le premier prix du concours tragique avec sa trilogie L'Orestie. L'Orestie est composée d'Agamemnon, les Coéphores et les Euménides. Complexe, brutale, politique, religieuse et poétique, la tragédie grecque aborde les thèmes de la justice, du droit et de l'amour fou. 25 siècles plus tard, Eschyle reste actuel. L'Orestie est l'histoire de la malédiction d'une famille qui s'étend sur plusieurs générations et qui va trouver sa conclusion à la fin de la trilogie. Fille de Léda, gardienne de mon palais, ta parole s'est conformée à mon absence, car l'une et l'autre étaient trop longues. Le roi Agamemnon revient de Troie après une guerre de 10 ans. Sa femme l'attend pour le tuer. Sa femme Clytemnestre. Je veux être honoré comme un homme, non comme un dieu. Clytemnestre tombe à son tour sous les coups de son fils Oreste, qui vient la tuer. Je t'ai nourri. Je veux vieillir à tes côtés. Tu veux vivre avec moi après avoir tué mon père? C'est le destin, mon fils, qu'il faut en accuser. Donc c'est une vraie histoire de famille, mélangée avec toute cette chose mythologique, avec les dieux et toute cette écriture. Si on tue votre père, votre sœur, votre mère, eh bien, il faut partir à l'assaut du meurtrier, même si c'est quelqu'un de votre famille. Le thème de la vengeance sans fin, de la vendetta, on pourrait un peu rapprocher d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, bien sûr, c'était des individus qui se vengeaient sans fin, et aujourd'hui, ce sont des peuples qui se vengent sans fin. Par toi, frère fidèle, je vais retrouver le respect. Qu'à la force et au droit de Zeus très puissant daigne s'unir pour m'assister. La difficulté de notre travail sur la tragédie, c'est de garder le plus possible en soi cette force incandescente qui est à l'œuvre, qui agite ces personnages, et de ne pas l'agiter trop à l'extérieur. À partir du moment où on aborde une tragédie, immédiatement les acteurs se mettent en posture tragique. Je ne parle pas que physiquement, mais dans la voix. Ils font du lyrisme, ils font de la voix. Et on a lutté contre ça de manière permanente, et même encore aujourd'hui, tous les soirs, c'est la chose principale contre laquelle on lutte. Seuls sur le plateau, les acteurs avancent vertigineusement. La mise en scène dépouillée de Georges Lavaudan fait entendre la parole d'Eschyle dans une grande austérité. Sans sentiment ni psychologie, les voix résonnent sur le sable blanc.
La tragédie grecque devient limpide. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.